Bonjour, alors cette petite vidéo s'adresse à tous les élèves de première qui comptent conserver l'enseignement de spécialité SVT en terminale et a pour but de vous remémorer les éléments importants en sciences de la Terre pour bien réussir les chapitres concernés en terminale. Alors, dans un premier temps, on va revoir un petit peu le fonctionnement d'une dorsale, donc avec l'animation ici qui se déroule. Donc, ce qu'il faut retenir du fonctionnement des dorsales, c'est que des péridotites en provenance de la sténosphère remontent, suite à des mouvements de convection dans le manteau, sous l'axe de la dorsale. Et lors de cette remontée, elles subissent une décompression importante et assez rapide, qui fait qu'elles n'ont pas le temps de refroidir. Et cette décompression va permettre la fusion partielle de ces péridotites ici, à relativement faible profondeur, sous l'axe de la dorsale. Et cette chambre magmatique va venir alimenter ici des éruptions volcaniques assez fréquentes au niveau des dorsales rapides, ce qui va permettre de former de la nouvelle lithosphère océanique avec, classiquement, des basaltes en poussin, des basaltes littés, on appelle ça, ou des basaltes en filon, et en profondeur, des roches de composition identique mais de texture différente, les gabbros. Donc ces roches se forment au niveau de l'axe des dorsales, elles s'écartent en vieillissant de l'axe de la dorsale, et ce qu'il est important de retenir, c'est comment cette lithosphère océanique vieillit lorsqu'elle s'éloigne de l'axe de la dorsale. Alors pour ça, je vous remontre un document qu'on avait vu en classe. Donc ce qu'il est important de mémoriser, c'est que au fil de son éloignement de l'axe de la dorsale, la lithosphère va s'hydrater du fait des circulations hydrothermales qui se déroulent dans les parties superficielles de la lithosphère. Cette hydratation va permettre à la lithosphère jeune de refroidir, et comme elle refroidit, eh bien elle va s'épaissir. Alors elle va s'épaissir par la partie inférieure, c'est-à-dire que la proportion de manteau lithosphérique dans la lithosphère océanique va croître au fil du temps. On voit bien ici que l'isotherme 1300 degrés, c'est-à-dire la ligne imaginaire à laquelle on atteint cette température, cette ligne est très proche de la surface au niveau de l'axe de la dorsale, et plus on s'en éloigne, plus il faut aller profondément pour rencontrer cette limite. Donc, comme la manteau lithosphérique a une densité importante de 3,3 environ, eh bien la lithosphère océanique vieille va être froide, va être plus épaisse, va être plus dense. Alors cette augmentation de densité, elle est liée à un autre facteur, qui est le métamorphisme, puisque lorsque les roches de la lithosphère sont métamorphisées, eh bien on se rend compte que leur densité est légèrement supérieure. Par exemple, un gabbro classique a une densité d'environ 3, alors qu'un métagabbro, donc un gabbro qui a été hydraté par le métamorphisme, eh bien va avoir une densité de 3,1. Là, ici, vous avez un autre gabbro qui a été davantage métamorphisé, davantage hydraté. On voit que sa densité augmente également. Alors, c'est le cas aussi pour les péridotites, donc les péridotites qui font partie du manteau lithosphérique. Leur densité est de 3,3, et lorsqu'elles sont serpentinisées, c'est-à-dire métamorphisées, avec l'apparition d'un nouveau minéral, la serpentinite, eh bien, leur densité est supérieure. Donc, il faut bien retenir que quand on est loin de l'axe de la dorsale, ici, la lithosphère est vieille, comprend des minéraux hydratés, elle est froide et elle est dense. Et ça va être important pour le chapitre suivant qui parle de la subduction. Alors, la seconde partie des éléments importants à retenir concerne le chapitre sur les zones de subduction. Donc les zones de subduction sont essentiellement localisées tout autour de l'océan Pacifique et forment ce qu'on appelle la ceinture de feu. Elles sont caractérisées, ces zones, par la présence d'un volcanisme explosif, lié au fait que le magma généré dans ces zones est extrêmement riche en silice, ce qui rend la lave visqueuse, et le dégazage du magma est difficile et provoque souvent des éruptions explosives comme celle du Pinatubo ou du mont Sainte-Hélène, par exemple. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel dans cette vidéo pour que ce ne soit pas très long, pour que vous ayez vraiment les éléments les plus importants. Donc dans une zone de subduction, ici on est à la jonction entre la plaque
du Pacifique Sud et celle de l'Amérique du Sud, avec ici la cordillère des Andes. Et entre les points 1 et 2, j'ai réalisé une coupe dans la Terre. Et cette coupe, elle montre des éléments importants que vous devez connaître dans les zones de subduction. Premier élément, la topographie. Donc le relief est particulier dans les zones de subduction puisqu'on rencontre d'abord une fosse océanique, souvent très profonde, à des profondeurs supérieures à 4000 mètres, ça peut monter jusqu'à 11 000 mètres de profondeur, et associé à ce relief négatif, eh bien on a sur la plaque chevauchante ici un relief positif, c'est-à-dire soit des chaînes de montagnes comme la cordillère des Andes, soit des archipels d'îles volcaniques si c'est une subduction entre deux plaques océaniques. Et à partir de la fosse, on observe des foyers sismiques superficiels, puis sous l'arc volcanique ici, on observe des séismes dont les foyers sont moyens, et enfin de l'autre côté des volcans, on observe des séismes dont les foyers sont très profonds, au-delà de 600 km de profondeur. Quand on réunit par une ligne imaginaire ces foyers, on trace ce qu'on appelle le plan de Benioff ou plan de Wadati-Benioff qui indique et qui montre comment plonge la lithosphère océanique plongeante sous la chevauchante. En l'occurrence ici, la plaque plongeante, elle se trouve ici à l'ouest, c'est la plaque pacifique, et la plaque chevauchante, c'est la plaque de l'Amérique du Sud qui se trouve plus à l'est. Et voilà comment la plaque pacifique plonge sous l'autre. Alors ça, on peut le voir aussi par tomographie sismique. Si par tomographie sismique, vous voyez une anomalie ici positive de la vitesse des ondes sismiques, ça indique la présence de matériaux froids en profondeur, et ici on voit bien une forme caractéristique d'une lithosphère océanique qui plonge sous une autre. Donc là ici la plaque chevauchante, elle serait de ce côté-là. Voilà comment on reconnaît les zones de subduction. Donc elles sont caractérisées par une fosse profonde, par des volcans alignés sur la plaque chevauchante, et surtout par des foyers sismiques superficiels, puis moyens, puis profonds. Ça, ce sont des éléments à retenir. Alors, au niveau des roches, je passe, puisque c'est pas quelque chose que vous retiendrez facilement, je pense, donc on en reparlera si nécessaire en terminale. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est l'origine du magmatisme dans les zones de subduction. Donc ici, vous avez un graphique qui montre comment évolue la température avec la profondeur dans une zone de subduction. Et ici, vous avez le géotherme et le solidus des basaltes non hydratés. Alors, ce serait la même chose pour des gabbros. Alors, première chose, ici, on observe que quand on s'enfonce à ce niveau-là dans la lithosphère, donc la température augmente. Là, vous avez sur le graphique du bas le géotherme qui est en train de se tracer. Donc, augmentation de la température. Et puis ici, regardez, forte diminution de la température quand je passe dans cette zone-là. Normalement, vous devez comprendre pourquoi. C'est la lithosphère océanique ici froide, plongeante, qui s'enfonce. Donc la température va chuter quand on la traverse. Voilà, à nouveau réaugmentation, etc. Et quand on regarde ici ce diagramme, on observe que le géotherme, ici, ne croise jamais le solidus des basaltes ou des gabbros non hydratés. Ce qui veut dire que théoriquement, c'est impossible qu'il y ait de la fusion partielle de la lithosphère océanique plongeante, puisque à ce moment-là, donc elle est essentiellement un composé de gabbros et de basalte, eh bien, les conditions de pression et de température ne sont pas réunies pour qu'une fusion puisse avoir lieu. Ce qui est quand même curieux, puisque on voit bien qu'il y a du magmatisme sur la plaque chevauchante, donc il y a bien du magma qui est produit. Alors a priori, d'après ce qu'on vient de voir, eh bien c'est pas la fusion partielle de la plaque chevauchante qui permet la production de ce magma. Alors si c'est pas ça, c'est autre chose. Alors vous avez ici un diagramme qui montre cette fois le diagramme de fusion du gabbro et du basalte, cette fois hydraté. Et on va recommencer. Quand on descend ici dans la lithosphère, hop, on se rend compte que cette fois le géotherme croise le solidus de ces roches hydratées et que cette fois une fusion partielle est possible. Alors une fusion partielle, vous voyez une profondeur comprise entre, on va dire, 160 et une vingtaine de kilomètres sous la surface. Donc si je reprends ici entre 160 et 20 km sur ce graphique-là, donc 160 je suis à peu près là, ici, et 20 km, je suis à peu près ici, eh bien je suis pas
dans de la lithosphère océanique plongeante, regardez, je vais m'y mettre, ici, voilà, 160 km à peu près, jusqu'à 20 km, et bien ici je suis dans la plaque chevauchante et dans la partie lithosphérique, enfin la partie mantélique de la plaque chevauchante. Ce qui signifie que dans les zones de subduction, ce n'est pas, comme on pourrait le penser de prime abord, la lithosphère océanique plongeante qui fond, c'est pas possible. Par contre, ce qui font, c'est ici les roches qui constituent la base de la lithosphère chevauchante. Et quelles sont les roches qu'on trouve dans la base de la lithosphère chevauchante? Eh bien, ce sont des péridotites. Et pour qu'elles puissent fondre, il faut que ces péridotites soient hydratées. Donc ça, c'est ce que vous aviez vu aussi dans l'activité 2. Donc je montre le document important à comprendre. Voilà, ici, on a sur ces diagrammes en pointillé le géotherme et ici le solidus d'une péridotite sèche, donc non hydratée. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de croisement des deux, donc pas de fusion partielle possible. En revanche, ici, on voit que le géotherme de la zone de subduction croise le solidus, mais des péridotites hydratées. Et là, ça fonctionne. Et cette fusion, ici, on voit qu'elle se produit entre 80 et on va dire 180 à 200 km de profondeur. Donc, deux choses à retenir. Ce qu'ils font pour former du magma, ce sont des péridotites, et la condition indispensable pour que ces péridotites puissent entrer en fusion partielle, c'est qu'elles soient absolument hydratées. Alors normalement, si vous avez bien retenu pour les dorsales, on va essayer de comprendre pourquoi ces péridotites justement sont hydratées. Donc c'est ici que les péridotites sont hydratées et se mettent à fondre. Alors vous allez me dire comment c'est possible que des péridotites qui sont au fin fond de la croûte continentale ici soient hydratées. Comment c'est possible? Alors, ne me dites pas que c'est l'eau de mer, hein, c'est pas possible que l'eau de mer, elle aille se faufiler jusque-là, donc c'est pas possible que ce soit ça. En revanche, ce que vous savez, c'est que la plaque plongeante, qui est vieille, qui est froide, qui est dense, qui est métamorphisée, elle contient beaucoup de minéraux hydratés, comme on l'a vu dans le chapitre sur les dorsales, l'actinite, la chlorite, des amphiboles, etc. Donc quand cette lithosphère océanique hydratée et vieille va plonger, la pression va augmenter, ainsi que la température, et ça va à nouveau entraîner un métamorphisme de cette plaque plongeante. On va aller voir ça d'un peu plus près. Donc ici, vous reconnaissez l'axe de la dorsale, et on va voir par quelle faciès métamorphique passe la lithosphère océanique lors de son vieillissement. Donc ça, on l'avait vu dans le chapitre sur les dorsales. Donc là, on a des pyroxènes et des plagioclases essentiellement dans les gabbros et les basaltes, qui vont refroidir en s'éloignant de l'axe de la dorsale. Ce faisant, hop, ils vont franchir la première limite qui sépare deux faciès métamorphiques, et on va avoir apparition ici d'un nouveau minéral, une amphibole, l'hornblende. Mais cette transformation nécessite l'incorporation d'eau. Lors de son vieillissement, à nouveau, on franchit un autre faciès métamorphique, et il va y avoir une réaction à nouveau qui consomme de l'eau et qui permet de produire de la chlorite et de l'actinite. Et ici, on est dans le faciès qu'on appelle le faciès des schistes verts. Si je continue, ici, voilà, je suis dans le faciès des schistes verts, il n'y a pas encore eu de subduction. J'ai une vieille lithosphère océanique hydratée. S'il y a subduction, donc cette lithosphère, vous êtes d'accord avec moi, elle va s'enfoncer. Si elle s'enfonce, eh bien logiquement, la pression qu'elle subit va augmenter. Et on voit ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'augmentation de pression va à nouveau déstabiliser les minéraux et provoquer une nouvelle réaction du métamorphisme, puisque les plagioclases vont réagir avec la chlorite et l'actinite produites lors de la deuxième réaction, pour former un nouveau minéral, le glaucophane, qui est un minéral bleu, et ça va libérer ici de l'eau. Ici, on est dans le faciès des schistes bleus. Je continue, ma plaque s'enfonce, je franchis à nouveau une réaction, la numéro 4, et encore une autre réaction. Et ce qui est important de noter, c'est que dans la réaction numéro 3, ainsi que dans la numéro 5, on a ici libération d'eau. Donc, quand la lithosphère océanique vieille et hydratée s'enfonce, finalement les réactions du métamorphisme vont la déshydrater, et l'eau libérée lors de ces réactions, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller hydrater
les roches qui se trouvent juste au-dessus, qui sont les roches de la lithosphère chevauchante.